Bonjour, chers amis de Canal 10, chers amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver, comme chaque samedi, pour cette émission Culture Business que vous appréciez tant, à ce qui paraît. Voilà, donc très heureux, ça ne peut que nous ravir, puisque nous sommes à la 5e année pour ce concept qui continue modestement à apporter sa contribution. Alors, un grand merci à vous qui nous écoutez, qui nous envoyez des témoignages et qui n'hésitez pas, comme je le dis souvent, c'est à vous aussi de nous faire des propositions par rapport à des sujets, des thèmes. On a beaucoup de contributions de l'Hexagone aussi. Ceux qui souhaitent comprendre comment fonctionne ce pays. Très souvent, quand on vient en vacances, on vient voir la famille, on n'a pas le temps de plonger dans les orientations économiques du pays et comprendre le pouls complètement comment ça fonctionne. Alors, cette émission vous propose des audits. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une liste d'émissions. Comme je dis, on va s'engager concrètement sur la question des évolutions statutaires et institutionnelles, sous un angle économique, puisque c'est notre secteur, mais pas que. Mais il s'agit pour nous de vous aider, vous, téléspectateurs, à mieux apprécier, mieux comprendre, mieux percevoir les nuances, entendre aussi et comprendre les discours, puisque vous allez entendre pas mal de choses. Très souvent, c'est un débat qui a souvent été un levier politique pour certains. Malheureusement, nous prenons du retard sur les autres collectivités qui ont déjà entamé un certain nombre de démarches, mais aussi par rapport à notre absence de développement. Il faut qu'on aille plus loin. Et ce n'est pas comme si nous n'avions pas les leviers. Nous avons énormément de potentialités. Malheureusement, on est dans un marasme qui se concrétise, qui se matérialise aujourd'hui par une violence, une désespérance de cette jeunesse, une désespérance de cette population et avec un moral en berne. Alors aujourd'hui, nous allons parler fiscalité avec un expert local, je précise, qui depuis des années se bat et donne le là, il donne aussi, montre tout son génie, puisqu'on peut parler de ça avec monsieur Alain Plaisir, que j'ai plaisir à recevoir. Comment ça va? Merci. Ça va bien? Merci de l'invitation et bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Très bien. Alors, merci d'être là. Justement, ce ne sera pas la première émission, mais on va te proposer d'autres rendez-vous puisque nous voulons être au cœur de ce débat. La question de la fiscalité est centrale puisque nous dépendons essentiellement de ce qu'on a appelé la métropole pour nos réflexions, pour nos décisions et on a l'impression que le tissu des entreprises a besoin localement ce qu'ils appellent la gouvernance, une gouvernance locale et des orientations en fonction, non pas des desiderata et des orientations qu'on pourrait proposer pour nous à 8000 km, mais une réflexion locale sur nos problématiques avec des solutions adaptées. Alors, j'aimerais justement, en propos liminaire, te proposer de cadrer un peu ton travail, donner une orientation, c'est-à-dire de faire un bilan de ton travail. Jusqu'ici, on t'a connu à l'époque du LKP. C'est là qu'on a vu le visage et le verbe de M. Plaisir. Alors, je te laisse faire un bilan de tout ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'aimerais dire aux téléspectateurs, donc voilà, on va essayer de faire une émission pédagogique, avoir des éléments techniques, mais bien essayer de vous apporter des éléments pour que vous puissiez demain être en capacité de pouvoir relayer ce que vous avez entendu ici et là. Merci. Okay. Je suis sûr que nous allons faire de belles émissions parce que tu as déjà bien présenté les choses. Alors rapidement, professionnellement, j'étais inspecteur des douanes, donc je suis à la retraite. Et j'ai été militant syndical pendant des années, pendant toute ma carrière professionnelle. Et pendant le LKP, j'étais donc secrétaire général de la CTU, Centrale des Travailleurs Unis, et c'est moi qui ai mené les négociations sur les prix qui se sont tenus à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, donc de Guadeloupe, enfin, qui se situe à Pointe-à-Pitre. Donc je connais assez bien la question des prix, qui est d'actualité, puisqu'on parle beaucoup de vie chère. Bon, il y a des causes, donc j'ai travaillé là-dessus, mais j'ai aussi travaillé un moment, comme j'étais douanier, je me suis rendu compte que même mes collègues avaient des lacunes concernant la question de l'octroi de mer. Donc j'ai fait un livre
qui est paru en 2006 sur l'octroi de mer. L'octroi de mer. Et donc, le titre du livre, c'est de la colonisation française à l'intégration européenne. Bon, parce que ça se passe sur plusieurs années. Hein. Ça a commencé pendant la colonisation, mais ça se poursuit et il y a eu beaucoup de réformes. Donc là, il y a eu la réforme de 1992, à la veille du grand marché européen, puisqu'on a ouvert le grand marché européen le 1er janvier 1993. Donc il y a eu une réforme pour adapter l'octroi de mer à cette situation. Donc il y a eu cette réforme. Il y a une réforme plus récemment en 2020. Donc j'ai travaillé là-dessus. Donc j'ai fait un livre. Mais pendant que j'écrivais ce livre, je me suis rendu compte que les problèmes de la Guadeloupe ne pouvaient pas se régler dans le cadre départemental. Donc j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Conquête du marché intérieur. Conquête du marché intérieur, qui dit que la solution, c'est pas essayer de gagner des marchés extérieurs parce que on sera en but à la concurrence extérieure sur le marché international. Par contre, nous avons un marché et ce marché est solvable. Et si on arrivait à conquérir ce marché, notamment dans le domaine agroalimentaire, de la petite industrie, on pourrait développer une production et on pourrait créer de l'emploi. Donc j'ai écrit ce livre. J'ai écrit aussi, on parlait ensemble de la mer, un livre sur la mer qui s'appelle La zone économique exclusive de la Guadeloupe, qui montre que la mer, c'est pas seulement les plages, c'est pas simplement se dorer au soleil, mais c'est tout un potentiel. Et ce potentiel, il est immense parce que la zone économique, c'est 50 fois la surface terrestre de la Guadeloupe. C'est-à-dire que c'est 90 000 km² de surface maritime que nous avons. Et donc, il y a tout dans la mer. Hein. Il y a la possibilité de développer des énergies, il y a les nodules polymétalliques qui sont de richesse que les Européens sont conscients, puisqu'ils disent, après la France, l'Europe dit, nous avons la chance d'avoir une grande ZE grâce à nos pays d'outre-mer. Donc, ils sont conscients, mais nous, on n'est pas conscients de ça. On considère que la mer, c'est la plage, point final. Bon, c'est pour aller à Pâques, manger le crabe, ouais. mais c'est plus que ça. Donc, et là, j'écris aussi un truc sur les fonds européens, mais sans pouvoir donner tous les chiffres. Ce que j'ai fait là récemment, tous les chiffres. Et finalement, il y a un autre livre qui s'appelle La préférence guadeloupéenne. Et là, j'explique ce que j'avais dit dans la conquête du marché intérieur, quels sont les mécanismes fiscaux et douaniers pour que la conquête du marché intérieur devienne effective. Parce qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais il y a un élément qu'on ne prend pas en compte, c'est qu'on est dans la mondialisation capitaliste et ce libre-échange généralisé. Par exemple, vous voulez faire des oiseaux en Guadeloupe, mais à Yacht, il faudra venir des oiseaux du Bangladesh qui va recevoir à 4 € le kilo. Bon, vous n'êtes pas capable de le faire. Vous voulez faire des ignames, eh bien, il fait venir des ignames à 90 centimes de Costa Rica. Et je pourrais prendre d'autres exemples. Donc, on se rend compte que notre production, non seulement on est très loin de la souveraineté alimentaire, mais il y a un risque de disparition de notre production. Donc, il faut mettre en place des mécanismes. Et les mécanismes, on le voit, le plus grand pays industriel du monde, enfin peut-être pas industriel, mais le plus grand pays au niveau de la richesse, c'est les États-Unis. Eh bien, M. Trump, il met des droits de douane. Il dit, je vais protéger ma production. Et nous, on entend dire qu'il faut supprimer l'octroi de mer, on entend dire qu'il faut ouvrir, mais quand vous ouvrez, eh bien, vous ouvrez à la concurrence extérieure. Donc, c'est toutes ces choses-là que, finalement, j'explique et qui fait un programme politique. Très bien. Alors, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à Yacht et tout, en fait, très souvent, les gens se disent, on met de l'affect dans tout. Donc, Yacht fait ci, fait ça. Mais il faut savoir que Yacht, c'est une entreprise. Bien sûr. Donc, la quête d'Yacht, c'est une quête de rentabilité. Maintenant, ce n'est pas Yacht qu'il faut fustiger, c'est plutôt de se dire comment se protéger. Comment, c'est une décision politique. Protéger la production locale, c'est pas simplement un slogan. Il faut traduire et faire en sorte qu'il n'y ait pas cette possibilité de concurrencer nos produits sur le marché intérieur. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, oui. mais on attend en fait souvent que, on attend qu'à Yacht se dise, ah bon, ok, j'ai compris, je vais arrêter. Mais non, c'est une loi
c'est comme sur la question du foncier. Il faut protéger notre foncier. Nous ne pouvons pas être ouverts sur un marché européen où un Yougoslave peut acheter un terrain à ADS s'il veut, sans même venir ici. Un Roumain. Il faut partir de l'Europe. Voilà, pardon. La libre circulation des personnes, des marchandises, la libre installation, c'est prévu. Même en n'étant pas venu ici. Non. Et si vous n'êtes pas d'accord, dans le cadre actuel, vous êtes considéré comme raciste et vous êtes attaqué pour discrimination. Parce qu'on ne peut pas avoir de discrimination entre les citoyens des 27 pays. Voilà. Les 27 pays, donc la Roumanie fait partie de l'Union européenne. Et bien, si le Roumain veut acheter, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et si vous le faites, il vous fait un procès et vous serez condamné. Très bien. Alors, moi, j'ai une question simple que j'aimerais poser. Qu'est-ce qui fait que, par rapport à toutes ces années d'expertise, on va dire, que on a l'impression que ton message n'est pas entendu? Quelles sont les causes? Alors, c'est vrai, c'est une bonne question. Moi, je me pose la question. Bon, je suppose qu'il y a toujours plusieurs causes. Il y a peut-être que l'information ne circule pas assez, c'est peut-être une raison. Peut-être que les forces conservatrices ont beaucoup plus de moyens de faire passer leur message. Hein. Et enfin, il y a une force, ce qu'on appelle la force d'inertie. C'est Lénine qui disait la plus grande force, c'est la force d'inertie. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez un rocher, un gros roche, et vous voulez soulever, et c'est difficile. Donc, bon. Et mon discours, il est assez audacieux parce que c'est pas un slogan. Parce qu'il y a beaucoup de slogans, hein, nous cacalbons des systèmes là, bon, voilà, ça fait appel à l'émotion. Mais on se rend bien compte que les personnes qui sont dans l'émotion, la plupart du temps, ne vont pas voter. Parce que, bon, de toute manière, parce qu'en même temps, ils sont dans l'émotion, mais ils sont fatalistes. Donc, alors, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut abandonner le combat? Non, il faut continuer à se battre parce qu'il y a quand même une minorité de Guadeloupéens qui ont compris. Il y a une minorité, je me rends compte, je suis sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a une minorité. Bon, mais cette minorité-là, il faut qu'elle soit active, il faut qu'elle joue son rôle. Parce qu'en face, il y a cette force d'inertie. C'est Churchill qui disait pendant la guerre, je n'ai rien à vous offrir que des pleurs, du sang et des larmes. Bon, c'est-à-dire que moi, je ne dis pas aux gens, votez pour moi, là que vous passez, que vous travail, au putain. Bon, non, je dis aux gens, il faut changer le système, parce que dans ce système-là, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de possibilité. Et à côté de ça, vous avez des gens qui ont accès aux médias, ils ont des moyens financiers, ils disent, il faut rester dans ça. Toi-même, tu le vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font campagne contre un petit changement, parce qu'il s'agit d'un petit changement. Et ces personnes-là ont accès aux médias, ils ont des moyens financiers. Donc, c'est ça aussi l'explication. Et voilà. Et ensuite, il y a une difficulté aussi pour que les organisations qui se disent anticolonialistes se mettent ensemble. Et parce que chaque fois qu'on a essayé, à chaque fois, il y a eu des problèmes qui font que ça n'a jamais duré assez longtemps. Donc, c'est un combat aussi à mener pour que les organisations, les personnes qui veulent le changement se mettent ensemble, travaillent ensemble, fassent diffuser les messages. Et voilà. Donc, mais je ne lâche pas. Non, mais il ne faut pas. Il ne faut surtout pas. Les organisations nationalistes aussi sont en net recul aussi. Ouais, on ne les entend plus. On a comme l'impression que, justement, ces questions de division sont arrivées peut-être à causer plus de troubles qu'auparavant. Alors, j'aimerais te proposer justement de donner une réflexion politique vers la fin de notre entretien, mais qu'aujourd'hui, là, qu'on aille sur des questions de fond. Alors, par rapport à ces orientations en termes de douane, de fiscalité, est-ce que, justement, il y a eu le Congrès qui a pris un certain nombre de dispositions? On est arrivé à un certain stade où la majorité des élus se sont exprimés pour des évolutions. Il y a eu aussi alors, Gilles Casimir avait initié une démarche auprès d'un cabinet. Le conseil départemental a emboîté le pas. Il y a eu le cabinet Lefebvre qui a proposé des réflexions. J'aimerais avoir ton avis sur le rapport proposé. Bon, écoute, j'ai lu ce rapport. Bon, il y a rien d'innovant. Bon, il y a une série de chiffres, mais ces chiffres-là, on pourrait les avoir sans faire appel à un cabinet grassement payé. Bon. Nous avons ici toutes les administrations décentralisées de l'État.
qui parle de finances. Vous avez les finances publiques, vous avez l'INSEE, vous avez la douane, bon, vous avez l'IEDOM, qui représente la Banque de France. Donc vous avez tout ce qu'il faut sur place. Il suffit d'avoir un plan pour dire, voilà, on veut faire telle chose, et vous faites appel à les compétences locales. Et vous avez tous les éléments. Bon. Moi, ils m'auraient fait appel à moi. Pourtant, je viens de dire que, tu l'as souligné, ça fait un moment que j'ai écrit sur l'octroi de mer. Le premier livre qui est paru en Guadeloupe sur l'octroi de mer, c'est le mien. Bon, donc, parce que ils ont pensé que parce que ça vient de France, ce sera meilleur. Or, j'ai participé à une réunion où j'ai montré que dans les recettes de l'État en Guadeloupe, on a oublié plein de choses. On a oublié, par exemple, les droits de douane, qui sont des droits qui sont perçus sur toutes les marchandises tierces, c'est-à-dire toutes les marchandises qui viennent hors de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 27 pays, mais dans le monde, il n'y a pas que 27 pays. Et donc, vous avez de plus en plus de marchandises qui viennent de Chine. Et ces marchandises paient une taxe qu'on appelle, c'est pas l'octroi de mer, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur l'octroi de mer, mais il n'y a pas que l'octroi de mer. Vous avez, quand une marchandise rentre en Guadeloupe, vous avez la TVA, qui est une recette de l'État, vous avez l'octroi de mer, qui est une recette pour les collectivités, et vous avez les droits de douane, recettes pour l'Union européenne. Eh bien, à titre d'exemple, je prends par exemple une voiture électrique venant de Chine. Eh bien, il y a un droit de douane de 45%. 45% de la valeur, c'est un droit et c'est une recette de l'Europe. Et dans ce rapport-là, ça ne figure pas. J'ai fait remarquer, vous avez en Guadeloupe, l'État perçoit amende et confiscation. Quand vous avez un PV, vous avez payé 120. Bon, et bien ça n'apparaît pas. Ouais. Et c'est bien une recette de l'État. Bon, vous avez les confiscations. Quand on arrête un dealer, un parrain de la drogue, il a un avion, eh bien, on saisit la drogue, on saisit l'avion, et l'avion est vendu aux enchères, etc. Donc, il y a certaines de choses, sans compter les alcools, tout ça. Bon. Donc, le rapport, pour moi, c'était pas nécessaire. Ça nous a coûté de l'argent et on n'est pas plus avancé. D'ailleurs, personne n'en parle. Personne ne parle de ce rapport. Bon. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut. Tu as dit à juste titre qu'il faut parler des finances, bon, de fiscalité. Pourquoi il faut parler de fiscalité? L'acte le plus important d'un pays, n'importe quel pays, c'est le budget. D'ailleurs, par exemple, il y a un président de la République qui dit à ses députés, vous n'êtes pas obligé de venir à toutes les réunions, mais quand on va voter le budget, il faut que vous soyez là, parce que c'est l'acte le plus important. Et le budget est composé de recettes et de dépenses. Donc, avant même de parler de dépenses, il faut parler de recettes. Parce que si vous n'avez pas d'argent, on ne peut pas rien. Donc, il faut parler de recettes. Or, en Guadeloupe, qu'est-ce que nous avons comme recettes? Nous avons très peu d'industries, très peu d'entreprises qui vont... c'est pas la région parisienne, hein, qui peuvent payer l'impôt, voilà. Bon. Et vous avez des impôts, ce qu'ils appellent des impôts locaux. En tout, ils ont calculé que, si vous voulez, l'impôt en général, en Guadeloupe, rapporte 35% de moins à une commune par rapport à la même commune de France. Heureusement qu'il y a l'octroi de mer qui donne un complément de revenus aux communes. Mais les communes ici sont pauvres par rapport aux communes de France, parce qu'on n'a pas beaucoup de revenus. Alors, que faire? C'est voir les recettes qu'on pourrait avoir de plus. Et moi, dans le dernier livre que j'ai écrit là, je dis qu'il faut qu'on récupère la totalité de la TVA. Puisqu'on parle de l'octroi de mer, mais la TVA rapporte autant que l'octroi de mer. Mais la TVA, c'est une recette de l'État. Mais c'est une recette qui est perçue sous les Guadeloupéens, qui est perçue sur les marchandises, mais perçue sur les services. Vous avez un plombier qui vient chez vous, il vous facture sa prestation, mais vous faut payer la TVA. C'est une recette de l'État. Bon, vous avez, je le disais, les droits de douane aussi, qui sont une recette de l'Union européenne. Donc, j'ai calculé en tout ce qu'on perçoit en Guadeloupe. Bon, l'impôt sur le revenu, c'est 200 millions. D'accord. Okay. Bon, donc, si vous prenez tous ces impôts indirects et directs, vous avez environ 800 millions qui quittent la Guadeloupe, qui ne sont pas utilisés par le Guadeloupéen. Donc, dans le cadre d'un pays autonome, on récupère toutes ces recettes. Donc, vous avez 800 millions de plus. Alors, les gens vont dire, ah ouais, c'est pas possible. Si, c'est pas possible dans le cas actuel, mais c'est possible au niveau de l'autonomie.
Vous prenez la Polynésie, qui est un pays autonome, PTOM. La Polynésie ne paie pas un centime à l'État. Plus près de nous, Saint-Barthélemy ne paie pas non plus. La TVA n'existe pas à Saint-Barthélemy. L'impôt sur le revenu n'existe pas. Par contre, ils ont un impôt indirect qu'on appelle le droit de quai, qui est 5% sur toutes les marchandises. C'est à eux et personne ne vient contester. Personne ne va dire qu'il faut supprimer ça. C'est à eux au Canada. Bon. Donc, il faut donc cette fiscalité au service de la Guadeloupe. Parce que maintenant, vous avez une fiscalité qui part au service de la Guadeloupe. De toute manière, qui gère la fiscalité? Ce sont les services de l'État qui ont directement ordre de Bercy. Voilà, vous faites ça, vous avez... Donc, c'est ça. Et à partir de ça, vous avez des moyens supplémentaires. Vous allez... alors, à côté, je dis toujours, les deux vont ensemble. La fiscalité, mais la compétence douanière. Parce qu'il faut aussi permettre à vos producteurs de se développer. Et il faut établir des règles nouvelles. Donc, pour cela, il faut décider qu'un certain nombre d'unités de production en Guadeloupe qui n'existent pas, que vous allez créer, ou les unités qui existent, il faut les protéger. Il faut les protéger avec les droits de douane. C'est-à-dire le droit, ce n'est pas des impôts nouveaux, hein. Le droit qui allait, l'argent qui allait à l'Europe, vous mettez un droit de douane qui vous convient, mais cet argent-là, il va dans un budget qui permet d'intervenir, de mettre en place des fonds d'intervention. Vous allez intervenir auprès des producteurs. Par exemple, je ne sais pas moi, si on dit aux pêcheurs, regroupez-vous et pêchez, on va vous donner des moyens d'améliorer votre technique et tout ça, votre formation, mais vous allez baisser les prix pour que le consommateur puisse s'acheter, mais nous, en contrepartie, on va vous donner un complément de recette. Et ce complément de recette viendra justement de ce qu'on prélève sur les importations. Donc, c'est tout un système que j'ai développé dans un livre qu'on appelle La préférence guadeloupéenne. Et moi, je me suis inspiré de ce qui s'est fait de mieux en Europe. C'est la PAC, la politique agricole commune, qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle la préférence communautaire. D'ailleurs, on a 2 productions qui font partie de cette préférence communautaire. C'est le sucre, pas parce qu'on nous aime, hein, c'est parce que l'Europe est gros producteur de sucre. Et très récemment, il y a environ une vingtaine d'années, on a mis la banane, suite à une manifestation des producteurs de bananes. Et donc, ça explique pourquoi les 2 productions qui ont des aides européennes, c'est le sucre, parce qu'on donne à tous les usiniers de France et de Navarre, et on donne ici aussi, et aux planteurs, et la banane. Mais ces deux aides-là sont aussi en danger, il faut le savoir, parce que l'Europe est en train de faire des économies. Très bien. Ce qu'on fait, on fait la première pause. Ouais, on revient juste après, on va rentrer dans le détail. J'ai beaucoup de questions sur la question du budget global qu'on peut imaginer dans un cadre où nous maîtrisons notre fiscalité. À tout à l'heure.